À l'époque où Céline rédige Voyage au bout de la nuit, la France est très présente en Afrique, depuis l'Algérie jusqu'au Gabon et au Cameroun. En 1916, Céline passe un an au Cameroun où il est surveillant de plantation pour une compagnie forestière. L'expérience de Céline dans les colonies nourrit la description effroyable qu'il en fait dans Voyage au bout de la nuit. Notre extrait ouvre la deuxième partie du roman. Ferdinand Bardamu vient tout juste d'arriver dans les colonies, mais c'est avec un regard rétrospectif et satirique qu'il nous décrit l'organisation sociale de l'intérieur. La métaphore de la chimie permet d'illustrer les interactions entre ces différents éléments mélangés en vase clos. Les militaires, les fonctionnaires et les commerçants sont en conflit permanent, ce qui permet à un personnage central, le gouverneur, de mieux les manipuler. Et tout ce petit monde domine les Noirs tout en bas de cette échelle sociale. Ma problématique. Comment ce tableau satirique des colonies représente-t-il une organisation sociale malsaine, révélant la vision pessimiste de Céline sur la nature humaine ? Et voici maintenant quelques axes utiles pour un commentaire composé. Une représentation spatiale très hiérarchisée des colonies ? Des conflits permanents entre les 4 groupes sociaux principaux ? La dénonciation d'un système de manipulation qui permet au gouverneur de régner en maître ? Un regard pessimiste sur la nature humaine ? La métaphore chimique du poison ? Une multitude de calamités qui expliquent la dégénérescence généralisée. Dans cette colonie de Bambola-Bragamance, au-dessus de tout le monde, triomphait le gouverneur. Ses militaires et ses fonctionnaires osaient à peine respirer quand il daignait abaisser ses regards jusqu'à leur personne. Bien en dessous encore de ces notables, les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus facilement qu'en Europe. Plus une noix de coco, plus une cacahuète sur tout le territoire qui échappa à leur rapine. La colonie apparaît tout de suite comme un lieu clos, organisé de façon verticale. D'abord, regardons les prépositions qui construisent l'espace. Dans cette colonie, c'est bien à l'intérieur d'un système clos. Au-dessus, au-dessous, c'est une organisation verticale. La préposition « jusqu'à » insiste sur la grande distance entre le haut et le bas. Le gouverneur est au-dessus de tout le monde. Tout le monde, c'est toute la colonie. On a l'impression que le reste du monde n'existe plus. Elle fonctionne donc en vase clos. Profondeur, fermeture, verticalité. Nous avons d'emblée l'image d'un puits très profond. Ensuite, c'est une organisation très compartimentée, hiérarchisée, pyramidale. Gouverneur, militaire, fonctionnaire, commerçant. Chaque élément est désigné par sa fonction, celle de gouverner, celle de faire la guerre, celle de faire fonctionner l'administration et celle de faire du commerce. En regardant uniquement les déterminants, on voit se dessiner la structure pyramidale. En haut, le singulier, le gouverneur. En bas, le pluriel et le possessif. Ses militaires, ses fonctionnaires. Le pluriel dépend du singulier et il est possédé par lui. D'ailleurs, les verbes sont révélateurs à cet égard. C'est le gouverneur qui est sujet. Il triomphe et il daigne abaisser ses regards. D'ailleurs, le fait d'utiliser un verbe modalisateur, daigner, accentue encore la distance. Les autres osent à peine respirer, c'est-à-dire qu'ils osent à peine vivre, c'est tout juste s'ils existent. Les commerçants ont un statut un peu particulier dans cette hiérarchie. Ils sont en bas, mais ils profitent beaucoup. La conjonction de coordination qui relie les deux verbes, voler et prospérer, cache en fait une logique de cause à conséquence. Ils volent et par conséquent, ils prospèrent. Le mode subjonctif est particulièrement drôle ici. Plus une noix de coco, plus une cacahuète qui échappât à leur rapine. Le subjonctif est le mode de la virtualité pour des actions qui ne sont pas réelles. L'action d'échapper devient donc une sorte de virtualité irréalisable. Le moindre atome de ce système clos est donc accaparé. Des noix de cocos et des cacahuètes, c'est-à-dire presque rien. Céline évoque des éléments négligeables pour faire réfléchir son lecteur aux véritables enjeux économiques. Les colonies recèlent d'importantes ressources naturelles. En face de ce tableau, le nom de la colonie apparaît comme une blague de mauvais goût. Bambola-Bragamance. On y entend tout de suite une insulte raciste. Et en effet, nous verrons que les Noirs sont tout en bas de l'échelle hiérarchique de la colonie. Avec une certaine ironie, ce nom évoque la fête. On y entend bamboche. La bamboche, c'est une fête très joyeuse, immodérée. On entend aussi le verbe braguer, qui signifie mener une vie joyeuse, se vanter, s'habiller à la dernière mode. Ce nom, très coloré, caricatural, révèle toute la volonté de dénonciation de Céline. Le mode d'organisation de la colonie n'est qu'un ordre apparent qui cache la volonté d'y créer l'anarchie pour mieux en tirer les ressources. En littérature, l'onomastique, c'est l'étude des noms propres pour en faire ressortir le sens caché, ce qu'ils évoquent et les symboliques qu'ils contiennent. Les fonctionnaires comprenaient, à mesure qu'ils devenaient plus fatigués et plus malades, qu'on s'était bien foutu d'eux en les faisant venir ici, pour ne leur donner en somme que des galons et des formulaires à remplir et presque pas de pognon avec. Aussi louchaient-ils sur les commerçants.
L'élément militaire encore plus abruti que les deux autres bouffait de la gloire coloniale et pour la faire passer, beaucoup de quinine avec et des kilomètres de règlement. Dans ce paragraphe, nous voyons les différents éléments de la colonie qui sont présentés un par un. On dirait les ingrédients d'une préparation chimique mélangés pour provoquer une réaction en chaîne. Les fonctionnaires d'abord sont plongés dans une logique de dégradation progressive, à mesure qu'ils devenaient plus fatigués et plus malades. Cela illustre le piège dans lequel ils sont enfermés. Au moment où ils comprennent enfin, c'est trop tard. Ils n'ont la force ni morale ni physique pour s'en aller. C'est donc un élément qui stagne. C'est le cas de Ferdinand d'ailleurs, qui est comme d'habitude embarqué malgré lui dans ses aventures. Sa mission consiste à faire l'inventaire des marchandises de la compagnie Pordurière, dans un endroit perdu au milieu de la forêt. Les fonctionnaires sont victimes d'une manipulation. On s'était bien foutu d'eux. Qui est ce on ? Ceux qui tirent profit dans la métropole de l'exploitation des colonies par les commerçants. Car les fonctionnaires eux-mêmes n'en tirent rien, pour ne leur donner que des galons et des formulaires à remplir et presque pas de pognon avec. Cette phrase est un zeugma. Des termes disparates sont mis sur le même plan. Les galons, les formulaires et le pognon. On leur donne des galons, signifie on leur accorde une promotion. On leur donne des formulaires à remplir, signifie ils sont accablés de travail. Et on ne leur donne presque pas de pognon, signifie qu'ils ont un salaire misérable. La figure de style consiste donc à relier tous ces éléments au même verbe donner. Le rôle des fonctionnaires est donc de veiller à ce que les formulaires soient bien remplis. Ils surnagent au-dessus des commerçants. Ils leur donnent un cadre administratif. Le mot élément provient de la chimie. On peut penser aux 4 éléments des alchimistes, mais aussi au tableau périodique des éléments. L'élément militaire est la 3e composante de cette mixture. Nous avons ici aussi un zeugma, avec le verbe bouffer, qui a 3 compléments disparates. Vous allez voir que cette figure de style rend visible la manipulation dont sont victimes les militaires et le rôle qu'ils viennent jouer dans cette mixture. Les soldats bouffent d'abord de la gloire coloniale, c'est-à-dire de la propagande. Moins éduqués que les fonctionnaires, ils sont plus faciles à manipuler. On peut leur promettre du galon, mais on n'est pas obligé de leur en donner. Voilà pourquoi ils sont encore plus abrutis que les 2 autres. Deuxième complément du verbe bouffer, la quinine. C'est un médicament analgésique, c'est-à-dire qu'il tue la douleur. Mais c'est aussi un antipaludique. Il sert à lutter contre le paludisme, qu'on appelle aussi la malaria. C'est une maladie infectieuse véhiculée par les moustiques. On comprend donc que les militaires sont accablés par toutes sortes de maladies. Ils sont donc dans une faiblesse physique extrême. 3e complément du verbe bouffer, les kilomètres de règlement. La majuscule au mot règlement montre bien tout le respect aveugle que les militaires ont à l'égard des ordres de la hiérarchie qui les manipule. Venant juste après le médicament, c'est littéralement le sucre qui aide la médecine à couler. Parmi ces compléments du verbe bouffer, il y en a un qu'on attendrait logiquement, mais qui n'est même pas mentionné, la nourriture. Cette phrase donne donc l'impression que toute la force armée ne tient debout qu'avec des médicaments et de beaux discours. On comprend alors que l'argent issu des colonies se concentre dans les mains des marchands, mais aussi et surtout de ce fameux on qui rédige les règlements, qui diffuse la propagande et qui promet les galons. Une direction anonyme incarnée par le gouverneur. C'est comme un grand marionnettiste qui tire les ficelles. D'ailleurs en italien, bambola signifie la poupée, la marionnette. Tout le monde devenait, ça se comprend bien à force d'attendre que le thermomètre baisse, de plus en plus vache. Et les hostilités particulières et collectives duraient interminables et saugrenues entre les militaires et l'administration, et puis entre cette dernière et les commerçants, et puis encore entre ceux-ci, alliés temporaires contre ceux-là, et puis de tous contre le nègre et enfin des nègres entre eux. Maintenant que le mélange est bien dosé, il suffit de faire chauffer le tout pour provoquer une réaction chimique. Attendre que le thermomètre baisse. C'est ce qu'on appelle une litote, une double négation qui vient renforcer le propos. Si la température n'est pas basse, c'est qu'elle est trop élevée. 2e élément de la recette, laisser reposer le tout. C'est la force de l'inertie qui provoquera la réaction en chaîne. À force d'attendre, de plus en plus, durée, interminable. Céline nous montre bien que la situation dégénère progressivement, c'est un pourrissement sur le long terme. Ainsi, tout se passe comme si la chaleur du climat et l'inertie étaient finalement les seuls responsables des conflits humains. Tout le monde devient vache, c'est-à-dire méchant. L'adjectif vache est un mot d'argot que Céline utilise souvent, notamment pour dénoncer la guerre. Le narrateur intervient pour donner son avis de manière ironique. Ça se comprend bien. L'ironie consiste à faire entendre l'inverse de ce qu'on exprime. En réalité, il nous dépeint des hostilités saugrenues, c'est-à-dire justement incompréhensibles. De cette manière, Céline invite le lecteur à restituer les véritables motifs de ces conflits. Chacun des groupes sociaux a été constitué dans le but de contrôler les 2 autres. La stratégie du gouverneur est vieille comme l'exercice du pouvoir, divisé pour mieux régner. Céline nous décrit un état de conflit, de tous contre tous. Les alliances sont temporaires,
c'est-à-dire qu'elles se font et se défont. Regardez les pronoms, ceci, cela. Il est impossible de savoir exactement à qui ils renvoient. Ces lignes brouillent les références, ce qui permet de généraliser les interactions. Enfin, on voit réapparaître ceux qui étaient jusqu'ici les grands absents du tableau, les tribus locales, qui sont les dernières victimes de cette chaîne d'agression. Tous contre le nègre, le singulier s'oppose au pluriel. Et enfin, des nègres entre eux. Nous retrouvons ici le pessimisme de Céline. La nature humaine est foncièrement mauvaise, car la victime est toujours aussi un bourreau en puissance. On trouve toujours quelqu'un en dessous de soi à maltraiter. La hiérarchie pyramidale esquissée au début du chapitre apparaît alors comme un puits sans fond. Ainsi, les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au soleil, se consumaient en haine si mordante, si insistante, que beaucoup de colons finissaient par en crever sur place, empoisonnés d'eux-mêmes, comme des scorpions. Notre passage se termine avec les différentes manières de mourir, le paludisme, la soif, le soleil, mais aussi la haine. Cherchez l'intrus. La haine est le seul élément humain. C'est cela qui nous aide à comprendre le pessimisme célinien. La méchanceté humaine est un fléau pire que les catastrophes naturelles. On peut dire que Voyage au bout de la nuit est une grande entreprise de désillusion. Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? Nous avons donc une métaphore ici. La haine est comparée à la flamme d'un incendie. Elle consume, elle est mordante. C'est aussi l'aboutissement d'une longue métaphore filée à travers tout notre passage. Le contexte humain est comparé à une réaction chimique qui révèle une dangereuse toxicité. Le mélange de tous ces composants produit un véritable poison. Les colons ne sont pas empoisonnés par eux-mêmes, ils sont empoisonnés d'eux-mêmes, comme s'ils buvaient leur propre substance. La comparaison des humains avec le scorpion est évocatrice. C'est un animal qui n'est pas immunisé contre son propre venin. De même, les hommes ne sont pas immunisés contre leur propre haine. La mort que décrit Céline n'est pas une mort brutale, c'est une mort lente. Ils finissent par crever sur place. Les haines sont insistantes, les énergies se consument. Dans le Voyage au bout de la nuit, la mort ne vient pas au terme d'une grande aventure épique. Elle n'est que le résultat d'un long pourrissement qui se nourrit de l'inertie et de la fainéantise des hommes. La représentation des colonies est très spatiale. C'est un lieu clos, organisé verticalement, une structure très compartimentée, hiérarchisée, pyramidale. On dirait un puits sans fond. Chaque élément est désigné par sa fonction. Le gouverneur gouverne, les militaires font régner l'ordre, les fonctionnaires administrent, les commerçants exploitent les ressources naturelles du pays. Les Noirs sont tout en bas de l'échelle et pâtissent du système global. Le nom de la colonie, Bambola Bragamance, illustre parfaitement ce mélange d'exploitation joyeuse, de manipulation et de racisme. À travers le discours satirique de son narrateur, Céline dénonce un système de manipulation généralisé et en vase clos. Un équilibre entre ces différents acteurs fait que chacun aspire à sortir de sa condition en limitant les deux autres. Cet état de conflit de tous contre tous permet de contrôler l'ensemble. La propagande, la pauvreté, la chaleur, les maladies et les calamités en tout genre empêchent toute velléité de révolte. Le gouverneur incarne sur place le pouvoir du gouvernement, comme un grand marionnettiste qui tire les ficelles. La métaphore de la chimie permet à Céline de bien illustrer comment ces éléments entrent dans une réaction en chaîne. C'est comme un long pourrissement qui tourne au poison. C'est aussi une réaction alchimique qui transforme le plomb en or pour ceux qui profitent de cet état des choses. Ce tableau effrayant des colonies illustre bien le pessimisme de Céline, pour qui la méchanceté humaine est inéluctable et plus épouvantable que les pires fléaux naturels. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez l'œuvre complète, consultez mon résumé vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, voici d'autres passages analysés en vidéo. Le tout début du roman, partie 1, chapitre 1. La guerre dans toute son horreur, partie 1, chapitre 2. La découverte de New York, partie 3, chapitre 15. La rencontre avec Bébert, partie 4, chapitre 20. Et la fin du voyage, partie 4, chapitre 45. Au revoir.